Bienvenue à toutes et tous. Voilà, comme vous le constatez, nous avons quitté le décor de Noël des dernières vidéos sous le sapin et derrière la bibliothèque et on se retrouve maintenant dans le bureau pour inaugurer la nouvelle année. Alors tous mes voeux à toutes et tous et je vous propose de commencer cette année 2022 par un petit conte de Leslie Kaplan intitulé Désordre. Il y eut, ce printemps-là, une série de crimes particuliers rapidement nommés dans la presse crimes du XIXe siècle. Ceux qui les commettaient étaient des exploités de toutes sortes, employés, salariés, ouvriers agricoles, domestiques variés, misérables divers. Et ceux qui étaient assassinés étaient des patrons, des patronnes, des gens pour qui il n'y avait qu'à quoi? Faire ceci ou cela, étudier, arriver, acheter un beau costume, faire un effort, traverser la rue, etc. Évidemment, la France se divisait en deux. Ceux qui étaient pour les criminels, ceux qui étaient pour les victimes. Mais le fait est que le mouvement ne s'arrêtait pas, se développait, s'amplifiait tous les jours ou presque, un nouveau fait divers, parfois plusieurs, dans les grandes villes, dans les campagnes, à chaque instant, il se passait quelque chose. Certains des assassins parvenaient à s'enfuir, mais la plupart étaient pris et revendiquaient crânement leurs crimes. On les voyait même rire, se moquer, faire des plaisanteries plus ou moins drôles. Bref, c'était le monde à l'envers. Ou plutôt, c'était un retour en arrière à ce XIXe siècle, bien entendu imaginaire, mais enfin, la ligne de classe était tellement clairement indiquée qu'on ne pouvait pas ne pas y penser. Et c'est pourquoi le terme « crime du XIXe siècle » inventé par un journaliste, chroniqueur dans un grand journal régional, avait fait fortune, était repris partout. Ce qui demeurait incompréhensible, c'était pourquoi tous ces crimes arrivaient au même moment. Pourquoi cette simultanéité? En mars d'abord, ensuite en avril. Y avait-il eu des signes avant-coureurs? On cherchait, on ne voyait pas, on ne trouvait rien. Mais le caractère sauvage des crimes ne faisait aucun doute. Ce n'était pas sauvage comme le crime des sœurs Papin, ces bonnes à tout faire qui avaient assassiné leur maîtresse et les avaient mutilées, leur avaient arraché les yeux, même s'il y eut une fois une jeune femme qui avait soupiré au moment de son arrestation. « Ah, les sœurs Papin !» Non, ces crimes n'étaient pas comme. Mais sauvages, oui, sauvages, brusques, rapides, immotivés? Non, peut-être pas immotivés, mais tout de même étranges, impersonnels, carrément fous. Un employé modèle, 25 ans de banque, qui tout d'un coup balance un coffre-fort sur la tête de son directeur. Un mécanicien portugais qui étrangle son chef dans le garage avec des fils de fer qui traînent. Un chauffeur de maître qui envoie le PDG qu'il conduit dans le mur, lui-même saute avant. Les femmes n'étaient pas en reste, cas innombrables d'infirmières empoisonneuses, au point que rapidement les piqûres de personnes riches, voire aisées, ne se firent plus qu'en famille. Une employée charcutière utilisa le couteau contre sa patronne. Une apprentie bouchère se servit de son tablier. Partout, du nord au sud, d'est en ouest, à Paris comme en province, dans les villes, les bourgs, les campagnes, un vent de folie. Mais est-ce qu'il s'agissait de folie? Les journaux, les magazines, quelques revues lançaient des débats. Causalité du crime. Raison de la violence. D'où vient la haine? Origine du meurtre? Meurtre et origine? Rien n'était bien convaincant. Un livre fit fureur. Tout le monde le lut. On le trouvait jusque dans les gares les plus reculées, dans celles qui existaient encore. Mais c'était dû à son titre, Folie et société. Le contenu était bâclé, décevant. Rien sur la folie, rien sur la société, que des clichés. Un professeur de sociologie lança une enquête. Les étudiants, pourtant très motivés, revenaient bredouilles. On lut et relut psychologie collective et analyse du moi, mais les faits ne correspondaient pas. Deux jeunes philosophes de tendance hegelienne, tout le réel est rationnel, signèrent un article sur la rationalité du crime, qui fit scandale, mais après un peu de polémique, il fut oublié. Ce que l'on remarquait aussi, c'est que tous ces crimes extrêmement nombreux étaient commis indépendamment les uns des autres, aucun lien entre les criminels. Ils ne se réclamaient pas d'un mouvement et ne faisaient aucune référence aux autres. Ils s'exprimaient d'ailleurs peu, se justifiaient encore moins. Ils faisaient seulement état d'une certaine satisfaction de l'ordre du sentiment du travail bien fait,
ou dans quelques cas rares du devoir accompli, mais dans une perspective tout à fait individuelle, individualiste même. Une jeune vendeuse très jolie et anorexique, à peine sortie de l'adolescence, qui travaillait au rayon maquillage du Monoprix Saint-Michel. Rouge à lèvres et fond de teint, rimel, crème et blush, poudre et paillettes, lac, vernis à ongles, elle habitait à Garges-les-Gonesse avec sa mère et sa grand-mère et prenait pour venir le bus et le RER. Son chef, le responsable du secteur, femme du magasin, l'aimait bien et l'appelait « ma petite puce ». Il fut assommé par un coup de tabouret, un objet bas et lourd, avec des pieds en métal. La presse releva les mots de la grand-mère. Celle-ci, jointe au téléphone, s'était exclamée « ça alors ?» Un ouvrier immigré qui venait du Maroc et vivait depuis 15 ans dans la région parisienne, une chambre dans un petit hôtel meublé de la banlieue sud. Il suivait depuis des années des cours du soir et retournait tous les étés dans les quartiers de Casablanca où il était né et où il avait sa femme et 6 enfants, 3 filles et 3 garçons qu'il adorait. Il travaillait sur un grand chantier dans le nord de Paris, à Stein. On construisait un nouveau complexe, 10 salles de spectacle. L'équipe de communication avait organisé une visite du chantier, télévision, personnalité. Ali, ce n'était pas son nom, mais tout le monde l'appelait comme ça, avait utilisé son marteau-piqueur. Et avant qu'on ne l'arrête, il avait fait 3 morts. Un instituteur, proche de la retraite, aimé de ses élèves et estimé de son directeur, qui eut la mauvaise idée d'entamer une discussion avec l'inspecteur de l'éducation nationale, venu à l'improviste dans sa classe. La discussion portait sur un point de grammaire, la question du pluriel en X. Elle s'envenima rapidement. Grammaire, pédagogie, le S ou le X, l'inspecteur fut étouffé avec une éponge. Une étudiante en lettres, 21 ans, syndicaliste, inscrite en licence. Interrogée sur Diderot, la religieuse était au programme, et alors qu'elle en était au 2e paragraphe de son explication de texte, elle se leva d'un bond, attrapa par la cravate le professeur assis à côté d'elle, hurla « chaud lapin », bat les mains et l'étrangla net. Un manutentionnaire, dont les grands-parents étaient venus du Sénégal dans les années 60. Il vivait à Paris, boulevard Barbès, non loin du métro aérien, et était employé depuis des années dans un supermarché africain du quartier, légumes et fruits, bananes vertes, patates douces, ananas, manioc. Il ne s'était jamais entendu avec la patronne, qui était aussi la caissière, grief d'hiver, et il s'estimait volé. Un samedi soir, grande affluence, il lui balança un sac de café 70 kilos sur la tête. La liste s'allongeait. Fin mars, les médias commençaient à signaler une récurrence. En avril, c'était sûr, il se passait quelque chose, mais quoi ? Certains essayaient de faire une typologie. Un essayiste écrivit un article bien tourné, il rebondissait de crime en crime et montrait qu'il y avait bien en effet un aspect qu'on retrouvait chaque fois. Le caractère de classe, il fallait bien utiliser ce mot, ou un refus. On pouvait l'affirmer de la domination. Il parla d'agressivité impitoyable. La formule, pourtant bien connue, qui soulignait l'absence totale de culpabilité, fit choc. Aucune revendication bien claire, mais une ressemblance qui était dans le ton, si l'on pouvait dire, des assassinats. La manière, bref, le style. Le style. Quand le mot fut utilisé, il y eut une levée de boucliers. Comment pouvait-on parler de style ? Quelle décadence ! Vraiment, un côté fin de civilisation, et pourtant. Aucun doute, il ne s'agissait pas de l'appât du gain, il n'y avait aucun gain. Et évidemment, il ne s'agissait pas non plus de crime passionnel, au contraire. L'assassin restait dans un rapport à la fois proche et lointain avec la victime. Il était concerné sans doute, mais pas tout à fait impliqué. Il gardait une distance. Et la typologie devait non seulement tenir compte de la forme des crimes, mais aussi cerner leur motivation. D'où cette fameuse appellation de crime du XIXe siècle qui semblait si juste. Bref, on ne savait pas quoi penser. Le portier d'un grand hôtel parisien, costume impeccable, boutons dorés et casquette. Avec sa moustache et ses favoris, il ressemblait à s'y méprendre à Emile Jannings dans Le Dernier des Hommes, le film de Murnau sorti en 1924. Le film mettait en scène l'humiliation d'un vieux portier rétrogradé en homme pipi, au point que tout ce qui avait de cinéphile ne put s'empêcher de manifester ouvertement leur sympathie pour l'assassin. Le directeur de l'hôtel, un petit freluquet d'une trentaine d'années, qui sortait de son école de commerce et qui était bien arrogant, s'était permis un commentaire ironique sur l'embonpoint du portier. Il fut anéanti d'un simple et massif coup de poing. Il y eut des femmes de ménage, il y eut des ouvriers. Un jeune employé de la Poste nouvellement arrivé qui travaillait dans le 5e arrondissement de Paris.
Il avait été pris d'un fou rire inextinguible à la vue de la queue incroyablement longue qui faisait des boucles et des boucles devant son guichet. Il faut dire que ce bureau, comme beaucoup d'autres, n'ouvrait plus que l'après-midi. Quand le directeur du bureau vint lui dire de se calmer, il continua à rire à gorge déployée tout en lui plantant un énorme paire de ciseaux dans les côtes. Une jeune femme qui travaillait à la bibliothèque municipale de Saint-Denis et qui avait participé à la conception et à l'organisation d'une exposition remarquable sur le colonialisme, sujet qui lui tenait spécialement à cœur, avait-elle dit par la suite, parce qu'elle venait des Antilles. Pendant le pot d'inauguration, au milieu des petits fours et des verres de champagne, elle eut des mots avec le représentant du ministère. Il s'agissait du ministère des Outre-mer. Le ministère de la Culture ne s'était pas déplacé. Elle se servit d'une bouteille de champagne, coup du lapin. Au moins 10 ouvriers agricoles dans des régions différentes et éloignées les unes des autres firent rouler leurs tracteurs sur leur patron. Ce fut le cas en Beauce, en Bretagne, en Auvergne, dans le Poitou, dans le Nord, dans les Cévennes. Dans le Finistère, un ouvrier employé depuis des années dans une ferme où avaient travaillé ses parents et ses grands-parents s'est servi d'un vieux balai. Dans une ferme du Midi, une femme utilisa une poêle en fonte. L'omelette qu'elle venait de faire s'étalait encore dedans. Un gérant de laiterie fut noyé dans le lait en Auvergne, un autre dans la crème en Bretagne. Un peu partout, des camionneurs qui venaient chercher leurs feuilles de route assommèrent leur chef dans son bureau. Certains, peu nombreux, mirent le feu à leur camion. Dans un amphithéâtre bondé, première année de médecine, anatomie, rôle et importance du cervelet. Un étudiant assis tout en haut descendit subitement les marches en courant, en criant « Cervelet toi-même !» et poignarda le conférencier. Le monde du cinéma eut à déplorer le meurtre par strangulation et après la projection d'un film médiocre d'un des organisateurs du Festival de Cannes par un réalisateur inconnu, quoique insuffisamment peut-être. Un tout jeune curé d'une petite paroisse près de Menton qui venait juste de terminer le séminaire. Il utilisa l'encensoir de son église, une pièce ancienne, très lourde et rare, sur son évêque et fit la une de tous les médias, non seulement régionaux mais nationaux. Il faut dire qu'il était extrêmement photogénique. Il refusa de s'expliquer, ce qui malheureusement fit naître des rumeurs, et la plupart des commentateurs soulignèrent que l'Église n'avait vraiment pas besoin de ça. Vers la mi-avril, quelques grands patrons et dirigeants d'entreprises commencèrent à se contacter, à se consulter et firent même des réunions. Ils se demandaient s'il fallait exiger du gouvernement qu'il décrète l'état d'urgence. Mais immédiatement la question rebondissait. L'urgence de quoi? Qui était réellement visé? Les mots classe, domination, subordination, etc. étaient devenus désuets, difficiles à manier d'ailleurs, en grande partie à cause de l'influence de ces mêmes grands patrons ou chefs d'entreprise qui détenaient, c'était bien connu, la plupart des journaux, des radios et des télévisions. Alors, que faire? Surtout, on ne voyait aucune ligne claire en face, seulement un mauvais esprit. Voilà, le terme apparut. On ne sut pas qui l'avait employé pour la première fois, mais il plut. Il sembla adéquat, juste, exact. Il faisait le tour de la question. La France allait sombrer sous le mauvais esprit. Et de toute évidence, ceux qui étaient visés étaient ceux qui faisaient la richesse et la renommée de la France. Mais ce qui se passait sembla vite à certains impossible à endiguer. Si on regardait bien, disait-il, si on était sérieux et sincère, la domination était partout. Partout la domination, il n'y avait que ça. De la chambre à coucher, eh oui, à l'entreprise la plus performante, la plus moderne, en passant par les petites boîtes archaïques, un peu démodées mais restées vivaces, et dans les administrations et dans les services publics, dans les hôpitaux et les écoles, les universités, les associations. Des thèses circulaires, orales ou écrites, mais elles se révélaient être fausses, voire ridicules, et de toute façon inefficaces. Il y eut l'affirmation que tout ce qui se passait n'avait rien de politique, que mettre de la politique là-dedans était stupide, biaisé, finalement dangereux. Personne ne se donna la peine de réfuter cette opinion qui ressurgissait pourtant sans arrêt, un vrai serpent de mer et à la moindre occasion. On racontait le dernier crime et on ajoutait aussitôt « mais c'est pas politique ». Quelqu'un fit d'ailleurs remarquer que cette phrase « ça n'est pas politique » finissait par ressembler à une parole magique, à un exorcisme. On continua pourtant à l'utiliser à tout bout de champ. On l'étayait en soulignant qu'il n'y avait pas de collectif, de dimension collective, seulement des actes individuels, des personnes isolées. Un philosophe, se fondant sur Aristote, fit remarquer que l'homme, en tant que tel, est un animal politique, mais son discours n'eut aucun écho.
Est-ce qu'il s'agissait alors d'actes exemplaires? Est-ce que les assassins voulaient faire de leur crime un exemple? Est-ce qu'ils voulaient inciter, être suivis? Impossible de le dire, ils ne parlaient pas, ne se vantaient pas, ne proposaient rien. Est-ce que c'était décevant? Peut-être pour certains, mais c'était comme ça. D'autres, qui prétendaient aussi à leur façon avoir un point de vue d'ensemble, disaient qu'il fallait expliquer aux criminels qu'ils étaient dans l'erreur. Ils se trompaient d'ennemis. C'était le système qu'ils devaient viser et non des cas particuliers. On leur rit tout simplement au nez et on leur martela que le général n'existe que dans le cas particulier et qu'un système sans cas particulier est une vue de l'esprit. Un professeur émérite voulut reprendre le terme d'agressivité impitoyable, qui une fois lancé avait fait fureur. Il souligna que ce terme, forgé par un grand psychanalyste anglais, s'appliquait aux nourrissons et à la façon dont, par amour, ils s'attaquent férocement au sein maternel. Il fallait, disait-il, se rappeler cela et prendre la mesure de cette expression pour comprendre la dimension véritablement régressive des comportements actuels. Mais son analyse fit peu d'effet. Voyait-on d'autres aspects régressifs? Du cannibalisme, par exemple, ou de la scatologie? Non, pas du tout, nulle part. L'agressivité se déployait seule, elle était impitoyable et l'analyse du professeur ne servait à rien. Un groupe de chercheurs interdisciplinaires, enhardis par l'histoire du portier, s'attacha à montrer qu'il y avait pour chaque crime un modèle pris dans le cinéma ou la télévision et qui fonctionnait de façon inconsciente. L'idée parut très bonne au départ, mais les chercheurs s'appuyaient principalement sur quelques cas de prostituées qui avaient tué leurs souteneurs et sur des films japonais qui avaient été peu vus du grand public. En fait, la matière manquait. Même si on pouvait retrouver des thèmes, et sous une forme sophistiquée, on en revenait à la thèse insuffisante et bien éculée de la nocivité de l'image. Quelques personnalités féminines, des actrices, des avocates, affirmèrent, en généralisant des cas de chambre à coucher, comme on les avait appelés, que le sens profond de cette violence était la mise en cause du pouvoir patriarcal, que les crimes étaient dirigés contre les hommes en général et les conjoints en particulier. Les meurtres dont elles faisaient état, une femme qui avait étouffé son mari sous un oreiller, une autre qui avait poignardé le sien dans son sommeil, relevaient incontestablement de leur analyse. Beaucoup de femmes étaient d'accord avec leur point de vue et leur donnaient raison, mais d'autres disaient que non. Guerre des sexes, guerre des classes, rien à voir. Comment trancher? Le mouvement, même si on ne pouvait pas à proprement parler utiliser le terme de mouvement, il n'y avait toujours aucun lien revendiqué entre les différents crimes. Il fallait au moins mettre des guillemets. Le mouvement, donc, s'élargissait. Il s'étendait, il se diffusait, comme une flaque, comme du gaz. Et le mois de mai, ça, il faut le dire, tout le monde s'y attendait, fut explosif. Ce qui se passait, et on mit du temps à s'en rendre compte, fut une sorte d'abstraction grandissante. Les crimes étaient toujours le fait d'individus isolés, mais ils semblaient dans un rapport moins proche, dans une proximité moins grande avec les victimes. C'était moins souvent un chef direct, un patron présent sur les lieux de travail ou dans les locaux. Le PDG, maintenant, on allait le chercher. Ou alors il s'agissait d'un ministre qu'on n'avait jamais vu en réalité, d'un député qu'on ne connaissait pas, du directeur d'un journal ou d'une chaîne de télévision assis dans leur bureau au fond d'un couloir, bref, des personnes qu'on n'avait pas tous les jours sous la main, mais qui étaient bel et bien présentes dans leur action dans le quotidien. En ce sens, ces crimes nécessitaient certaines connaissances, un travail intellectuel plus poussé, et oui, comme le nota un remarquable chroniqueur qui suivait les événements depuis le commencement, un niveau d'abstraction plus élevé que les crimes du début. En même temps, l'assassin faisait toujours état d'un grief personnel. Il ou elle avait été personnellement atteint par l'action de la victime, même s'il n'était pas le seul à être visé. Le premier cas de ce genre fut celui d'un député, qui avait imaginé, et sa proposition avait fait grand bruit, de remettre en cause le calcul des heures supplémentaires sous prétexte de compétitivité et d'incitation à l'embauche pour les entreprises en difficulté. 2 jours plus tard, il fut poussé sous un autobus par un ouvrier fraiseur, pourtant au chômage et qui aurait peut-être, certains le soulignèrent, pu retrouver du travail si la proposition du député avait été votée. Le fraiseur ne dit qu'une chose, « Ça suffit la connerie ». La phrase était forte, péremptoire. Elle frappa les esprits. D'ailleurs, les esprits furent d'autant plus frappés que le surlendemain, dans un tout autre registre, le journaliste qui tenait le courrier du cœur d'un magazine féminin à grand tirage fut étranglé avec un lacet de bottine par une lectrice. Celle-ci ne dit qu'une phrase et c'était la même. « Ça suffit, la connerie ». Il y eut une vague,
On put parler de propagation. Ça suffit, la connerie fut utilisée sans arrêt, partout. Le ministre du Budget périt de la main d'un contribuable à Marseille. Le ministre de l'Agriculture fut assommé par une femme qui élevait des chèvres à Toulouse. Un adjoint du ministre de l'Éducation nationale fut poignardé par un professeur de mathématiques pendant une visite dans un lycée à Lyon. Et à chaque fois la phrase « Allait-on vers ce qui pouvait être une politisation des mouvements ?» Un débat de fond s'engagea, quoique d'une façon pas toujours explicite, qui reprenait autrement ce qui s'était amorcé auparavant avec l'affirmation que ce qui se passait n'était en aucun cas politique. On discutait. C'était en quelque sorte obligé et porté par la situation sur la nature du politique. Est-ce que la phrase « ça suffit la connerie » était vraiment une phrase politique? À partir de quand peut-on dire qu'une phrase est politique, etc. On se demandait jusqu'à quel point un individu quelconque, les criminels étaient tous des individus quelconques, peut être mu par une idée, un concept, une représentation, et alors jusqu'où? Jusqu'au crime. Est-ce vraiment possible? C'était possible, puisque ça avait eu lieu. Mais n'y avait-il pas autre chose? Quoi? Ces discussions, ces débats, n'empêchaient nullement les crimes de continuer, de s'emballer. Tout l'été, on y eut droit. Une même semaine, en juillet et en août, très grosse chaleur, et par pur hasard, on s'empresse de l'affirmer, aux quatre coins du pays, de nombreux assassinats de directeurs d'hôpitaux psychiatriques. Tout de suite, la thèse du schizophrène dangereux surgit, ou plutôt ressurgit. Elle était toujours là, en réserve, à utiliser de façon récurrente par les médias après avoir été forgée dans un but sécuritaire par un ancien président de la République. Mais on s'aperçut bien vite qu'elle était inopérante. Les assassins n'étaient pas des malades, des pensionnaires des hôpitaux, des cliniques ou des asiles, non, il n'y en avait pas eu un seul. C'était dans tous les cas des médecins psychiatres et des psychologues, âgés pour certains et proches de la retraite, d'autres tout jeunes sortis des universités. Le cas le plus emblématique, si on peut parler ainsi, fut celui d'un psychiatre expérimenté, aimé de ses malades et partisan engagé de la psychothérapie institutionnelle, qui pendant la promenade rituelle dans le jardin de l'hôpital fracassa le crâne de son chef de pôle avec une branche d'arbre en hurlant « Lobotomie! Lobotomie !» Il eut un avatar, en quelque sorte, de ces crimes à résonance psychiatrique, dans le suicide d'un commissaire de police dans la ville de Rennes. C'était un brave commissaire, bavard et moustachu, aimé de tous. Il se tira une balle dans la tête. Sur son bureau, à part l'inévitable volume de Paul Claudel, on trouva une lettre très longue et assez confuse, où il expliquait qu'il ne pouvait plus supporter de se regarder dans la glace, y voyant à chaque fois un chef, la tête pleine d'horreur, et qui n'était pas lui. On parla évidemment de dédoublement de la personnalité. Ce suicide inspira tout de suite plusieurs thèses de doctorat dans les universités de Rennes et d'ailleurs. Division du sujet et maintien de l'ordre. Tout le monde déteste la police, les effets durables d'un slogan. Virilité et féminité, le genre de la police et la police dans le genre. Et à l'étranger, en particulier dans le monde anglo-saxon, il devint une référence. Il incita au renouvellement des études de criminologie qui piétinaient depuis longtemps dans les oppositions stériles entre facteurs héréditaires et causes environnementales, et un professeur de droit à la faculté d'Aix-en-Provence, qui avait récemment déploré le peu d'intérêt suscité par ces études, s'en réjouit longuement, quoique pour certains d'une façon un peu indécente, dans une interview accordée à un grand quotidien national où il conclut de façon allègre « À quelque chose, malheur est bon ». Un astronome réputé qui travaillait à l'Observatoire de Paris, des étoiles, des galaxies, la vitesse de la lumière, les planètes proches, les étoiles lointaines, les distances, l'univers en expansion. Il fit état de disputes continuelles et mesquines, et on ne lui donnait que des tâches administratives. Il n'avait plus de temps pour la recherche. Il avait fait tournoyer une chaise au-dessus de sa tête avant de l'abattre sur celle du directeur et avait seulement dit, ce fut jugé de très mauvais goût, « Et pourtant, elle tourne !» Parfois des erreurs. Dans la région de Bordeaux, un agriculteur assomma un fonctionnaire du ministère de la Culture. C'était bien entendu le ministère de l'Agriculture qui était visé. S'apercevant de son erreur, il haussa simplement les épaules. Un journaliste, journal régional, s'amusa avec culture, agriculture, même combat. Le jour même, il fut licencié. Une ouvrière spécialisée, le terme désigne en fait l'absence de toute spécialité. Assise depuis 30 ans à la même place, sur une chaîne de montage, dans une usine d'automobile.
usine modèle, structure légère construite en pleine campagne, excellente restauration d'entreprise, primes de fin d'année importantes, covoiturage, écart, contrats en cours avec plusieurs pays d'Asie et d'Amérique latine. Pendant une visite de hauts fonctionnaires chinois, l'ouvrière quitta sa place, prit une clé à molette qui se trouvait par terre à côté d'elle et l'utilisa sur un homme jeune en costume 3 pièces qu'elle n'avait jamais vu et qu'elle supposait être le PDG. Il s'agissait en fait de l'interprète, mais elle ne s'excusa pas et n'exprima aucun regret. Désordre, désordre, désordre. Le pays n'en pouvait plus. On finit par rétablir la guillotine. Après qu'on eut rétabli, le premier crime fut le fait du président de la République, qui dans un accès de toute puissance et en proie à un irresistible impulse, une impulsion irrésistible, étrangla son garde du corps. On leva l'immunité. On choisit la date du 21 janvier pour l'exécution. Après l'exécution, tout rentra immédiatement dans l'ordre. D'ailleurs, la guillotine fut supprimée. Très bonne année à toutes et tous.